Colonel, si vous pouvez vous lever. Nous avons ici, nous accueillons comme président d'honneur aujourd'hui le colonel Allaire que tout le monde connaît. Je ne cite pas tous les régiments de parachutistes où il a servi. Je précise quand même que le colonel, comme je le rappellerai demain à Mâcon, a fait 3 séjours en Indochine, comme militaire du rang, comme sous-officier, comme officier. Et que la République l'a honoré récemment en l'élevant à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. Bravo mon colonel, et merci. Et ce congrès se présente de façon favorable parce que nous avons des effectifs préservés, on y reviendra, une situation financière tendue mais saine. Nous voyons arriver de nouveaux responsables, nous accueillons aussi beaucoup de monde, nouveaux responsables au sein du comité d'honneur, j'en parlerai, et nous accueillons beaucoup d'amis. Je précise que nous avons parmi nous aujourd'hui le général Le Chevalier, président de la Fédération nationale des associations parachutistes, Jacques, avec lesquels nous travaillons en toute fraternité, le général Jacobs, président de l'entraide parachutiste, Yves, 2 vieux camarades, et leur présence ici signifie bien la grande fraternité qui existe entre tous les parachutistes, sans querelle de chapelle ou de personne. Et puis ça se présente bien parce que, vous voyez, nous sommes très nombreux. Alors je vais demander à notre président d'honneur de bien vouloir ouvrir ce congrès. J'espère que vous m'entendez tous. Je n'ai jamais ouvert de congrès et je ne pensais pas, lorsque je suis rentré dans les troupes aéroportées, qu'un jour j'ouvrirai le congrès de l'Union nationale des troupes aéroportées. J'ai rejoint l'Union nationale des troupes aéroportées à l'époque où Romain Desfossés était président. Il m'a croisé à Paris et il m'a dit « Allaire, il faut absolument que vous rentriez à l'Union nationale des parachutistes ». Bien, je suis rentré à l'Union nationale des parachutistes. On n'a pas tardé à me confier la direction ou la rédaction du journal de l'UNP. J'ai tourné un petit peu partout, et puis je ne sais plus ce que j'ai fait après, mais je sais que j'ai quitté la métropole et j'ai tourné autour de la France, dans l'ancienne Union française, et puis je suis revenu. Quel mérite puis-je avoir? Je m'interroge tous les jours quand je vois les regards amicaux des anciens paras, de ceux qui ont servi sous mes ordres ou pas, et je me dis, le seul mérite que j'ai, c'est d'être encore vivant. Mais parce qu'on m'a souvent parlé des héros, je me souviens d'une émission radio-télévision russe où on disait les héros, d'accord. Et est arrivée une Russe, une femme qui avait fait de la résistance, et elle a dit, mais les héros sont morts. Oui. C'est à eux qu'il faut penser. Je les représente, mais je suis encore vivant. Je n'ai aucun mérite. Le seul mérite que j'ai, c'est d'avoir des parents qui étaient sains et qui m'ont construit. Aujourd'hui, je ne pensais pas aller si loin, mais je suis là. J'espère que je vous embête pas trop. En tout cas, je suis heureux d'être à côté de vous, d'être près de vous, dans la mémoire de tous ceux qui ont combattu et qui sont morts. Et je pense surtout à ceux qui ont servi sous mes ordres, parce que si j'avais été plus intelligent, ils seraient peut-être encore vivants. Mes chers camarades, je vous salue. Je remercie le président de m'accueillir. En toute simplicité, je vous le dis, je n'ai qu'un mérite, c'est d'avoir survécu. Merci. Et en droite ligne de ce que vient de nous dire le colonel Jacques Allaire,
je vous propose d'observer une minute de silence pour nos camarades qui ont fait le dernier saut cette année. Merci. Alors ce congrès, quelle forme il va prendre cet après-midi? On va introduire le congrès c'est en cours avec le colonel. Auparavant, même si c'est pas sur le tableau, j'ai demandé au colonel Danigo, commandant le 3e RIMA, de venir nous présenter son régiment parce qu'on est sur cette terre, il est en plus de MD, et puis il y a quand même quelque chose d'important. Le sous-lieutenant Danigo a servi sous les ordres du colonel Caille. Donc il était normal que Danigo nous présente son régiment. Il vous présentera un régiment de l'armée française tel qu'ils sont engagés actuellement, avec toutes les contraintes qui sont ô combien supérieures à celles que nous avons tous connues, même pour les plus récents d'entre nous qui étaient encore en service il y a peu de temps. Je lui disais à l'instant, quand il était sous mes ordres, mon régiment il faisait 1450 hommes. Maintenant, un régiment d'infanterie, c'est 950, c'est 1000. Et ils ont autant de missions, sinon plus. Alors, Danigo, à toi, mon vieux, et présente-nous ton régiment, ton beau régiment, un des premiers professionnalisés de l'armée française qui s'est couvert de gloire à travers le monde. Mon général, messieurs, chers anciens, tout d'abord je tiens à vous dire à quel point je suis heureux et honoré de pouvoir intervenir devant vous. Il faut toujours que les chefs de corps aident les jeunes lieutenants. On est revenu 25 ans en arrière. Voilà. Les fondamentaux sont respectés, c'est l'essentiel. Cela dit, j'espère que vous m'entendez tous bien. Je disais donc que je suis très heureux et honoré de pouvoir intervenir devant vous. Il y a plusieurs raisons pour ça. La première est familiale. Familialement, j'ai un attachement particulier aux troupes aéroportées, même si ce n'est pas le choix que j'ai fait au début de ma carrière. La deuxième raison, c'est que c'est un ami qui m'a demandé d'intervenir auprès de vous aujourd'hui, en l'occurrence Loïc Lemaine, que je salue au passage. Qu'ensuite je le fais effectivement pour mon premier chef de corps qui m'a accueilli, pour le coup j'étais même pas sous-lieutenant, mon général, j'étais aspirant. Oui. Au 6e RPIMA à Mont-de-Marsan. Et puis la dernière raison, c'est aussi parce que je crois qu'il est fondamental pour l'armée d'active de garder le contact avec ses anciens, parce que vous représentez pour nous une force, un soutien, et qu'on a encore et toujours besoin de vous expliquer ce qu'on fait aujourd'hui, la façon dont on vit les choses, et je l'espère, peut-être aussi le besoin de vous rassurer sur le fait que l'esprit demeure et que l'engagement dont vous avez témoigné est aujourd'hui encore vif chez vos cadets. Voilà. Voilà. J'ai prévu une présentation qui peut être assez longue. J'ai compris que je devais la faire courte, donc je m'efforcerai de le faire ainsi. Et je veux en fait vous parler de deux choses. Premièrement, du régiment que j'ai l'honneur de commander, en l'occurrence le 3e de marine, vous dire un peu qui il est, d'où il vient, et surtout vous parler de ce que vit un régiment des forces aujourd'hui, sachant que l'expérience du 3e RIMA est à mon sens tout à fait transposable à l'ensemble des régiments de l'armée de terre, et en particulier au régiment d'infanterie. Voilà, avec un certain nombre de défis à relever, de défis qui seront relevés, mais qui sont aujourd'hui bien présents et qui pèsent sur la vie des unités. Donc le 3e de marine, vous pouvez cliquer plusieurs fois. Le 3e de marine, c'est un régiment en fait qui a une identité assez forte de par l'histoire, un régiment historique des troupes de marine qu'on appelle le Grand 3
certes par comparaison avec le Petit 3 installé dans le sud-ouest de la France, mais surtout parce que le 3e de marine est un des 4 premiers régiments de l'infanterie de marine. Voilà. Ce grand 3, c'est plus une obligation permanente qu'un titre de gloire en l'occurrence. J'ai aujourd'hui l'honneur de commander un régiment qui a une histoire, une identité très forte, qu'il s'est forgé durant toute la période coloniale et depuis Bazeilles, et qu'il a consolidé durant toute sa période moderne, grosso modo depuis son installation à Vannes en 1963, depuis sa professionnalisation complète jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et l'histoire qui nous lie à nos anciens, depuis que nous sommes implantés ici à Vannes, c'est celle notamment des combats du Tchad. Cette année, nous célébrons le 40aire des combats d'Ati. Combats d'Ati, voilà, qui, dans la même ère parachutiste, peut résonner avec d'autres noms comme Bédo, Zouar, les combats de la CPIMA au Tchad. Nous sommes les héritiers également ici de cette épopée, et c'est un marquant très fort dans l'identité du régiment. Pour vous dire que cette histoire a continué, il suffit de regarder la carte des territoires où est intervenu le régiment depuis les 50 dernières années. Effectivement, c'est un panel assez complet de tous les engagements des armées françaises depuis 50 ans, et ça, c'est une histoire qui continue. Là encore, un marquant très fort dans l'identité du régiment aujourd'hui, et un appel très fort pour les jeunes qui s'engagent aujourd'hui. Concrètement, les jeunes qui s'engagent au 3e RIMA aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est ça. Ce qu'ils veulent, c'est soit colorer une nouvelle partie de la carte du monde par leur présence, soit connaître ce que leurs anciens ont connu aux 4 coins du globe. D'un point de vue, je dirais, organique, le 3e RIMA fait partie de la 9e brigade d'infanterie de marine, avec une majorité de régiments troupes de marine, le seul régiment non troupes de marine au sein de la brigade étant le 126e RI, qui a intégré la brigade il y a maintenant 2 ans. La 9e brigade d'infanterie de marine étant elle-même subordonnée à la 1re division. Vous savez que l'armée de terre a vu la réapparition de l'échelon divisionnaire depuis maintenant 2 ans. Donc voilà dans quel cadre, dans quelle structure hiérarchique évolue le régiment. Plus concrètement, le 3e RIMA, aujourd'hui, c'est 5 compagnies de combat, une compagnie d'appui et une compagnie de commandement et de logistique. Donc j'ai sous mes ordres 7 unités élémentaires. La vocation du régiment, c'est l'infanterie d'assaut, l'infanterie légère blindée, notre véhicule majeur notre matériel majeur restant jusqu'à aujourd'hui le véhicule de l'avant blindé, et avec une spécificité que nous continuons de cultiver, pour laquelle nous continuons de nous entraîner, qui est en l'occurrence le combat amphibie. Je précise que la création de cette dernière compagnie, la 5e compagnie, est toute récente, puisqu'il y a 2 ans, nous étions effectivement sur les effectifs que décrivait le général Calque tout à l'heure, c'est-à-dire environ 1000 hommes. Depuis cette année, nous avons atteint 1200 hommes. Donc avec un effort de montée en puissance, de recrutement et de formation qui est extrêmement conséquent pour le régiment, à l'image de ce que connaissent, là encore une fois, tous les régiments d'infanterie de l'armée de terre. Maintenant, parler de Vannes sans parler du 3e RIMA, le lapsus est révélateur. Parler du 3e RIMA sans parler de sa garnison, Vannes, c'est passer à côté d'une histoire d'amour, en tout cas d'un régiment qui est vraiment ancré dans sa garnison. Je pense que pour tous les volontaires qui sont présents dans la salle, la comparaison avec le 8 et la garnison de Castres est tout à fait tenable, donc je la tiens sans hésiter. Nous sommes très attachés à notre garnison qui participe directement de l'identité du régiment. Le 3e RIMA aujourd'hui dans le Morbihan, c'est 3 emprises. La portion centrale ici à Vannes, notre camp de Meucon, le camp historique de Meucon sur lequel vous vous rendrez demain, qui reste notre terrain d'entraînement de proximité privilégié, et également le fort de Penthièvre, où on peut mener toutes les activités d'aguerrissement dont le régiment continue d'avoir besoin. Suivante.
Maintenant que j'ai parlé de tout ça, je veux vous parler aujourd'hui de comment, au-delà de cet héritage, au-delà de son identité, le régiment vit sa mission opérationnelle. Notre mission opérationnelle aujourd'hui, elle est assez simple, quelle que soit la facture, quels que soient les territoires sur lesquels on est engagé, ça reste d'être prêt. Et dans le titre de cette diapositive, j'ai marqué « Être prêt de Gao à Tombouctou ». Parce que ça, pour le coup, c'est une des réalités à laquelle le régiment est confronté, c'est que notre théâtre d'opération va de la France métropolitaine à tous les théâtres d'opération extérieurs que vous avez connus. Le territoire national étant, pour le coup, depuis 2015, la vraie nouveauté, avec un impact très fort, encore une fois, sur la programmation de la vie régimentaire, la façon dont on va s'entraîner, et puis, je dirais dans le temps, une certaine forme d'usure avec laquelle il faut aussi compter, et face à laquelle il faut aussi être capable de s'adapter. Les deux photos que vous avez sur cette diapo illustrent ce que connaît le régiment depuis maintenant 2015. C'est-à-dire qu'on peut à la fois avoir des gens déployés, engagés en opération au Mali, comme à Paris, en train de monter la garde devant le Moulin Rouge. Parfois successivement, parfois les deux en même temps. Ça nous oblige à faire une forme de grand écart, qui est devenu un petit peu la marque de tout ce qu'on fait depuis 2015. Moi, face à ça, j'aborde les choses sous l'angle de trois batailles. La bataille des effectifs, déjà. Pouvoir garantir que le régiment sera, sur ses effectifs, aura le nombre de marsouins et de cadres formés en quantité et en qualité pour répondre aux missions qui me seront données. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la bataille du temps. Parce que qui parle de formation, qui parle d'entraînement, parle nécessairement derrière de temps disponible à consacrer à l'instruction. Et le dernier point, c'est la bataille des moyens. Bataille des moyens parce que aujourd'hui, on vit dans une armée où les moyens sont comptés. De l'armement jusqu'au véhicule. C'est tout l'enjeu des débats récents sur la question budgétaire. Je ne vais pas le refaire ici, mais concrètement, le budget de la défense à 2% du PIB, c'est le cœur du sujet, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas forcément les moyens, à l'instant T, de mener de front toutes les missions qui nous sont données. Moi, l'enjeu derrière en tant que chef, c'est d'assurer la cohérence entre ces trois batailles que je vais m'efforcer de vous détailler maintenant un petit peu plus, tout en m'efforçant également de respecter les délais. La bataille des effectifs, je vous en avais parlé. En 2 ans, le 3e RIMA a créé une nouvelle compagnie, donc 200 marsouins de plus qu'il a fallu former, qu'il faut aujourd'hui, maintenant qu'ils ont 2 ans de service, continuer à former en leur faisant passer les différentes qualifications, le CME. En clair, en faisant de la jeune recrue qu'on avait il y a 2 ans, un bon caporal chef d'équipe. Voilà. Et tout en continuant le travail normal qui constitue à faire du bon caporal, un bon caporal chef qui pourra continuer à faire mûrir son expérience en compagnie. Je ne peux pas parler d'effectifs, de chiffres, sans parler des hommes en fait. Des marsouins qui s'engagent aujourd'hui. Cette bataille des effectifs, c'est avant tout pour eux qu'on l'amène. Et si en fait vous devez retenir une chose de cette présentation, c'est que le jeune qui s'engage aujourd'hui, voilà, il est ni meilleur ni moins bon que ce qu'on était à l'époque à laquelle on s'est engagé. Il est finalement aussi volontaire, aussi généreux, et il deviendra ce qu'on veut bien en faire. Si on se donne les moyens d'être suffisamment exigeant, tout en restant bienveillant avec les jeunes qui s'engagent, on arrive à faire des soldats qui sont prêts à aller jusqu'au bout, sont prêts à donner leur vie pour leur pays, et qui en tout cas se sont engagés pour ça au départ, de façon plus ou moins assurée, avec plus ou moins de repères, mais fondamentalement, ça reste vrai. Et voilà, si vous devez repartir avec une vision positive des choses aujourd'hui, c'est bien celle-là. La relève, elle est présente. La jeunesse de France continue de s'engager. On a toujours des jeunes qui franchissent le pas et qui sont prêts à tout donner. Je vous le dis très sincèrement,
Parfois, je n'ai pas exactement le même discours face au régiment parce qu'il faut bien que ça avance et qu'il est parfois nécessaire aussi de donner quelques coups de pied dans l'arrière-train. Mais vraiment, très sincèrement, on a de jeunes engagés qui sont remarquables. Je vais vous épargner le détail de ces diapositives qui sont en gros une description assez graphique du mode de fonctionnement de l'armée de terre aujourd'hui. La programmation de l'armée de terre aujourd'hui, elle fonctionne par cycle avec des gros paquets dans la programmation. Et au sein de la programmation de toute l'armée de terre, la brigade, en l'occurrence la 9e du Nord, a un cycle bien déterminé. Vous remarquez tout de suite, vous pouvez revenir là, sur cette diapo, il y a une constante, toute l'année, partout, sauf durant 4 mois, apparaît cette lettre TN, territoire national. C'est-à-dire que pendant toute l'année, sauf pendant 4 mois, on est engagé en permanence sur le territoire national pour la mission Sentinelle. Les seuls 4 mois durant lesquels on est épargné entre guillemets, c'est cette phase qui apparaît en vert, préparation opérationnelle inter-armes, échelon national d'urgence. En gros, c'est la période durant laquelle on prend ce qui s'appelle l'alerte de départ et durant laquelle on peut s'entraîner effectivement. Là, le régiment vient d'achever cette phase-là de 4 mois, donc on va re-rentrer dans un cycle d'opération Sentinelle. Détaillé au niveau du régiment, ça donne ça. En clair, les lignes par compagnie, là où il y a du blanc, c'est ce qui reste à la main du capitaine. Comment sa compagnie, c'est sa plage blanche. Vous voyez, sur une année, ça fait pas énormément de temps, et concrètement, les unités passent leur temps à enchaîner activité sur activité. Et du coup, en termes de commandement, pour moi, c'est quand même un point de vigilance, parce que bon an, mal an, le marchand, même s'il est volontaire, il y a un moment où il a besoin de souffler, et derrière, il y a malgré tout des familles sur lesquelles ça tire. Voilà, donc ça, c'est un point de vigilance qu'on a en particulier aujourd'hui. La bataille des moyens, je vais passer assez rapidement sur ce sujet pour vous parler plutôt de l'avenir. Aujourd'hui, un régiment comme le 2e du Nord, avec 5 compagnies de combat, 1200 marchands, j'ai entre mes mains 48 VAB. 48 VAB, c'est-à-dire avec une disponibilité des matériels à 100%, de quoi équiper 2 compagnies. Donc j'ai dans la réalité nettement moins de matériel disponible à l'instant T, et mon chef du bureau maintenance logistique, il passe son temps à jongler pour affecter les moyens d'une compagnie à une autre. Le temps où chaque unité avait ses matériels, pouvait s'en occuper à temps complet, est révolu. Aujourd'hui, il y a un pool de matériel pour le régiment, 48 VAB, et en fonction des missions, on passe notre temps à les attribuer à droite à gauche. Et ça, c'est... je ne vais pas dire que c'est une difficulté, voilà, c'est comme ça, on s'est adapté à ce mode de fonctionnement-là, mais je pense qu'il est quand même assez différent de ce que vous avez pu connaître auparavant. Pour la suite c'est ce que, j'imagine que vous en avez entendu parler, c'est le programme Scorpion, c'est-à-dire que c'est le renouvellement de tout ce matériel. Le régiment est concerné en l'occurrence par la livraison du véhicule Griffon, donc le VBNR, cette espèce de gros camion blindé avec une tourelle téléopérée, c'est ce qui va remplacer le VAB au régiment à compter de normalement l'année prochaine, si les délais sont tenus. Suivante. Donc aujourd'hui, en plus de tout ce que le régiment a à faire en termes d'entraînement, d'instruction, de préparation aux missions, on a également cet enjeu de la modernisation, c'est-à-dire se mettre en ordre de bataille pour passer à la génération suivante en termes de matériel. Très concrètement, le système Félin, que le régiment a en dotation depuis 2016, le HK 416, notre nouveau fusil d'assaut, qui va remplacer le FAMAS dans le courant de l'année prochaine essentiellement. Il est actuellement en cours de livraison au régiment. Maintenant, le temps qu'on s'instruise et qu'on apprenne à le manipuler, on sera pleinement opérationnel l'année prochaine. Et le dernier point, le véhicule Griffon.
Voilà, donc j'ai été très vite sur un certain nombre de points. C'est un sujet dont je pourrais vous parler pendant des heures. Le temps manque. Je souhaite aussi laisser éventuellement la place à un petit peu de questions. Je vous dis encore une fois, s'il y a une chose à retenir de cette présentation, quelle que soit la situation d'aujourd'hui, quelles que soient nos difficultés, moi je peux vous assurer d'une chose, je m'en porte garant, c'est que la relève est bien présente et les régiments d'aujourd'hui, vos cadets continueront à faire avancer la machine pour le succès des armes de la France.